El Niño est au retour, c'est désormais officiel, et cette fois-ci, il pourrait être plus puissant et plus destructeur que jamais. Aujourd'hui, on va examiner de très près ce qui nous attend. Bienvenue à tous. Il y a quelques semaines, on avait analysé la situation, expliqué le phénomène et dit qu'il y avait de fortes chances qu'il arrive, mais maintenant, il est là, officiellement confirmé par la NOAA, l'Agence américaine pour la recherche océanique et atmosphérique, l'une des agences météo les plus réputées au monde. El Niño, c'est pas une tempête, pas une éruption volcanique, pas un événement extrême isolé. C'est un phénomène climatique qui, une fois déclenché, peut bouleverser l'équilibre météorologique de la planète pendant des mois. Le professeur de météorologie Andreas Fink m'a expliqué ce qui se passe exactement. Alors, tout d'abord, il s'agit d'un changement notable des températures de l'eau dans l'océan Pacifique tropical. Un phénomène qui peut sembler subtil, il est vraiment immense. Dans son étendue est-ouest, plus de 10 000 km. Et normalement, l'eau chaude se trouve à l'ouest de cet océan tropical, donc près de l'Australie, près de l'Indonésie, et l'eau froide, de l'eau assez froide devant la côte de l'Amérique du Sud. On peut citer les États de l'Équateur et du Pérou. Et lié à ce modèle de température de surface de l'eau, il existe également un système de vent qui lui est associé. Les vents y soufflent habituellement de manière régulière depuis l'Est, c'est-à-dire en partant de l'Amérique du Sud en direction de l'Ouest, vers l'Australie et l'Indonésie, et ils poussent ainsi les masses d'air et d'eau dans cette direction. Aussi cette bulle d'eau chaude toujours en direction de ce continent. Et parfois ces vents sont plus forts, alors l'eau froide, on parle de remontée d'eau devant l'Amérique du Sud, est plus forte. Donc cette eau est encore plus froide que d'habitude. Et cette zone d'eau chaude est alors poussée encore plus fort vers l'Australie et est aussi un peu plus chaude. C'est la Niña. On l'appelle aussi la petite sœur froide d'El Niño. El Niño, c'est l'enfant Jésus. Et quand un événement El Niño se produit, ce système bascule au niveau du vent, mais les températures de l'eau changent aussi. On peut l'imaginer simplement ainsi, cette bulle d'eau chaude, qui est en fait un dôme, la surface de la mer y est un peu plus haute, elle déferle vers l'Amérique du Sud car les vents d'Est faiblissent, donc la pression des vents diminue. Et ainsi, nous avons soudainement devant la côte sud-américaine, au lieu de 23 degrés, une température de l'eau de 30 degrés. C'est une énorme différence. Les îles Galapagos, situées sur l'équateur, sont aussi touchées, car au-delà de 26 degrés et demi, des orages tropicaux très intenses peuvent se former. Avant cela, l'eau est trop froide, et puis elle devient assez chaude. Et ainsi, les orages qui se trouvent normalement à l'ouest peuvent soudainement éclater devant l'Amérique du Sud et y apporter aussi des inondations. D'ailleurs, si tu aimes ce genre d'entretien avec des experts, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne dès maintenant, ça vaut le coup, car j'ai prévu plusieurs discussions très intéressantes ici sur la chaîne dans les semaines à venir. Et si tu t'abonnes, tu recevras toujours une notification. Si vous êtes déjà abonné, aidez la vidéo avec un pouce bleu. 5000 likes devraient apaiser l'algorithme de YouTube. Merci les gars. Dans son dernier communiqué, la NOAA a clairement pris position. Selon elle, les températures de l'eau dans le centre et l'est du Pacifique tropical sont nettement supérieures à la moyenne à long terme. L'indice dit Niño 3 à 4, qui est la valeur clé utilisée par les chercheurs pour évaluer El Niño, s'élève actuellement à plus 0,7 degrés et atteint même plus 2,1 degrés dans la zone la plus à l'est. El Niño se produit lorsque les alizés équatoriaux s'affaiblissent, voire s'inversent. Normalement, ces vents poussent les eaux de surface chaude depuis l'Amérique du Sud vers l'Australie et l'Indonésie. Sans cette poussée, l'eau chaude s'accumule au large des côtes sud-américaines. La mer se réchauffe, l'atmosphère réagit et tout à coup, on en ressent les effets dans des régions situées à des milliers de kilomètres de là. Et voilà ce qui m'impressionne vraiment, les prévisions publiées par la NOAA. En effet, l'agence indique qu'El Niño devrait continuer à s'intensifier jusqu'à l'hiver 2026/2027 et qu'il y a de fortes chances que ce soit un événement d'une ampleur historique. Les chercheurs vont même jusqu'à dire que cet événement pourrait figurer parmi les El Niño les plus puissants depuis le début des relevés en 1950. L'El Niño de 1997 est considéré comme l'un des événements climatiques les plus dévastateurs de l'histoire récente. Vagues de chaleur, inondations, sécheresses massives sur plusieurs continents, feux de forêt, dégâts se chiffrant en milliards.
l'El Niño de 2023 et 2024 n'a pas été tout à fait aussi extrême. Mais en tant que l'un des 5 plus puissants depuis 1950, il a contribué à faire de 2024 l'année la plus chaude depuis le début de l'ère industrielle. Si un El Niño modéré peut déjà provoquer cela, qu'en est-il d'un épisode très puissant? Ce n'est donc pas sans raison que le terme de Super El Niño circule dans les médias. Le professeur Fink va nous expliquer comment interpréter ce terme. Tous les médias titrent sur un Super El Niño. Je ne sais pas, j'ai lu des gros titres qui font presque peur, pour ainsi dire. Qu'est-ce que c'est censé être? Je sais bien que ce n'est pas un terme scientifique. Est-ce seulement un terme valide? Qu'est-ce que ça veut dire, Super El Niño? Oui, exactement. En fait, pour être honnête, il n'y a eu qu'une seule publication scientifique il y a quelques années dans laquelle des auteurs américains ont, pour ainsi dire, utilisé ou publié ce terme de Super El Niño. Mais dans la communauté scientifique, nous ne l'utilisons pas. Nous parlons plutôt d'un El Niño fort ou très fort, et nous mesurons cela grâce aux anomalies, pour ainsi dire, l'écart de température de l'eau dans le Pacifique central. Oui, nous avons là une vaste région, et si la température de l'eau y dépasse la norme de plus de 2 degrés, alors nous avons un El Niño fort. Et à 2,5 degrés, très fort. Cela varie un peu selon le centre, mais c'est le principe de base. En fait, nos modèles de prévision, et il existe différentes approches, prévoient désormais, si l'on recoupe toutes les données, un El Niño au moins fort, mais pas très fort, avec une probabilité de plus de 50%. Cela signifie qu'il faut réellement s'attendre à ce que cet El Niño soit de forte intensité. Nous pourrons peut-être reparler tout à l'heure des grandes incertitudes qui subsistent, mais c'est de là que vient ce mot de super ou méga El Niño qui circule, pour ainsi dire, dans les médias. Il est particulièrement intéressant de voir comment la NOAA parvient à son évaluation. L'agence utilise ce qu'on appelle le North American Multi-Model Ensemble, ou NMME, une combinaison de différents modèles climatiques analysés conjointement. L'avantage, aucun modèle ne décide seul, c'est le consensus, de nombreux calculs qui donnent la vision d'ensemble. Et ce consensus pointe clairement dans une direction. C'est absolument fou à quel point ce système spécifique est devenu précis aujourd'hui. Nous pouvons dire des mois à l'avance ce qui se prépare dans le Pacifique, alors qu'on peut à peine prédire s'il pleuvra dimanche prochain à Wanhaikel. C'est dingue. Mais passons à la question cruciale. Concrètement, quel est l'impact d'un El Niño puissant sur la planète? Les conséquences varient beaucoup d'une région à l'autre. En Amérique du Sud, surtout sur la côte ouest, on craint de violentes inondations à cause de l'accumulation d'eau chaude. L'Australie et certaines régions d'Asie du Sud-Est doivent en revanche s'attendre à des sécheresses extrêmes, tout comme l'Amazonie, le cœur de la forêt tropicale humide de notre planète. Pour l'Europe, la situation est un peu plus nuancée. Le service météorologique allemand reste prudent. Le temps en Europe serait surtout dominé par d'autres phénomènes. L'oscillation nord-atlantique, les courants d'altitude et El Niño ne seraient qu'un petit rouage dans un système bien plus vaste. Lothar Bock met expressément en garde contre le fait qu'il ne faut pas assimiler les prévisions climatiques saisonnières à des prévisions météo classiques. Il n'est pas possible pour l'instant de faire des déclarations concrètes sur un été caniculaire de manière sérieuse. Et en même temps, il souligne que les répercussions mondiales peuvent tout de même être énormes et donc avoir aussi une influence indirecte sur l'Europe. El Niño influence les courants marins mondiaux et ces courants agissent comme une sorte de climatisation de la Terre. Si elles se dérèglent, les régimes de précipitation, les températures et les zones de végétation se dérèglent aussi. Et à l'échelle mondiale, on le remarque bien sûr partout, que ce soit à travers les prix des denrées alimentaires, les catastrophes naturelles dans d'autres pays avec lesquels on fait du commerce ou la hausse des températures mondiales. Mais j'aimerais quand même apporter quelques précisions. Il existe des études dans la presse qui disent « Oui, nous trouvons une corrélation faible, mais statistiquement significative avec des hivers un peu plus doux, qui sont d'ailleurs devenus plus probables chez nous en Europe à cause du changement climatique, et avec plus de précipitations au printemps dans le bassin méditerranéen occidental et au Maroc. » Mais il faut dire honnêtement que c'est vraiment une explication de la variance si faible, comme on dit, qu'il ne faudrait pas s'avancer publiquement et affirmer que ces effets se produiront à coup sûr. C'est pourquoi la plupart des experts, et j'en fais bien sûr partie, disent « Non, nous ne pouvons rien affirmer de tel pour le moment ». Ce qui n'exclut pas qu'une telle chaîne de causalité puisse se produire lors d'un événement isolé. Mais pour l'instant, je ne compterai sur rien de précis.
Oui, indépendamment des conséquences spécifiques en Europe, nous pourrions donc voir des températures mondiales extrêmes en 2026 et 2027 à cause d'El Niño, si les prévisions de la NOAA se confirment. La NOAA elle-même justifie son estimation élevée par deux facteurs concrets. Le contenu thermique océanique exceptionnellement élevé dans le Pacifique, c'est-à-dire la chaleur stockée dans l'eau qui alimente l'intensification du phénomène, ainsi que l'extension des anomalies de vent d'ouest qui renforcent encore ce schéma. Je trouve ça absolument passionnant qu'on puisse mesurer les températures dans le Pacifique avec une telle précision, et ce, à une profondeur vraiment impressionnante. Comment ça fonctionne? Est-ce que quelqu'un descend avec un thermomètre? Ça remonte à un certain temps déjà. Après un El Niño, je dirais, assez dévastateur par ses effets en 1982-83, l'agence océanique américaine de l'époque, c'est toujours la même aujourd'hui, a décidé d'installer un réseau de bouées de mesure dans le Pacifique qui existe encore aujourd'hui et qui, espérons-le, survivra à la situation actuelle en Amérique. Vous voyez de quoi je parle. Et sur ces bouées, qui sont ancrées par exemple tous les 10 degrés de longitude, puis tous les 2,5 degrés au nord et au sud de l'équateur, elles ont une longue ancre. Il y a aussi des câbles qui y sont suspendus, et sur ces câbles se trouvent des capteurs qui mesurent entre autres la température, la salinité et les courants à différentes profondeurs. Oui. Et ces données nous permettent effectivement de voir le signal et de l'intégrer, pour ainsi dire, déjà dans nos modèles. C'est incroyablement important, vous avez tout à fait raison, car à cette profondeur, nous ne pouvons pas mesurer par satellite. On ne peut pas voir à l'intérieur. Ce sont vraiment ces bouées ancrées. Ce réseau de mesure s'appelle Triton, si vous voulez faire des recherches. Il nous aide à détecter un El Niño précocement dans l'océan. Quelle est donc la conclusion? El Niño n'est pas une nouvelle apocalyptique, mais un phénomène naturel que l'humanité observe, comprend et modélise de mieux en mieux depuis longtemps. Mais s'il s'agit vraiment d'un El Niño très puissant, on peut tout de même s'attendre à pas mal de changements à l'échelle mondiale. Je te tiendrai au courant des prochains développements. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de mettre un pouce vers le haut. Et maintenant, on passe à un sujet qui pourrait bien changer la Terre au moins autant qu'El Niño. En effet, la Terre fait en ce moment des choses qu'on n'a encore jamais vues. Ces derniers mois, les éruptions volcaniques se sont multipliées partout dans le monde, d'une manière qui interpelle les scientifiques. Que se passe-t-il donc avec notre planète? C'est exactement ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Il suffit de cliquer en haut à droite sur la vidéo affichée. Ça devient vraiment passionnant. En bas à droite, comme d'habitude, un autre sujet autour de la science et de l'espace. Sinon, je dirais qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo. À plus les amis.